Troisième partie, acheter une entreprise et non une action. Je vous ai mis plusieurs logos, je pourrais en mettre plusieurs autres bien évidemment, mais c'est des entreprises dans lesquelles Warren Buffett a investi au fil du temps. Il est encore investi dans Coke ou Heinz ou Dairy Queen. On reconnaît les logos, on comprend, c'est des entreprises relativement simples. Et quand je vois ça, si je vous disais que vous êtes le propriétaire d'un conglomérat et que ce sont vos entreprises que vous possédez, disons, vous pourriez vous sentir assez bien par la force de ces marques-là et par la reconnaissance et par les parts de marché et tout ce que vous voudrez. Donc, une entreprise, c'est quelque chose qui a une marque, qui a des revenus, qui a des marges de profit, qui a tous ces genres de choses-là. Et plus c'est simple, comme par exemple, je prends Gillette, c'est pour se faire la barbe. Donc, c'est sûr que Warren Buffett, il dit, ben ça, je comprends ça. Il a été un très gros actionnaire de Gillette pendant longtemps. Fruit of the Loom, en passant, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est à lui. C'est relativement simple comme business, ça se comprend assez bien. Dairy Queen aussi. Donc, on est dans rien de compliqué, même Coke, OK? Donc, on est dans des choses qui sont simples, mais ce sont toutes des entreprises et non pas des actions à la bourse qui montent et qui baissent. Comme d'habitude, j'aime aussi commencer avec une citation. J'en ai deux pour vous débuter cette section-là. Buffett a dit « Avant ce livre, j'investissais avec mes glandes au lieu de ma tête ». Il fait référence à l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui est un livre, un des classiques, j'en ai parlé au début, a été écrit en 1949. Buffett l'a lu quand il est sorti et ça l'a complètement shifté puis aidé à comprendre mieux qu'est-ce qu'il regarde quand il regarde une entreprise. Quand il a acheté des actions sur la recommandation de son père ou ce que son père aimait, qui était le Cities Group, et que l'action a baissé, qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé, puis qu'il a vendu par panique parce qu'il voyait son investissement baisser, il n'a pas aimé l'expérience. Quand il a lu le livre, il est allé étudier, puis là, il a dit « OK, là, je comprends ce qui se passe plus », et ça l'a comme stabilisé. Et quand il fait référence à ses glandes, il fait référence au syndrome de la peur, de la panique, de ce qu'on a vu au niveau de la spéculation et des émotions. C'est la pire ennemie d'un investisseur. Donc, j'ai toujours apprécié, elle m'a toujours fait rire. Ça fait 15 ans que je la partage, ça fait 15 ans que je la souris. Et l'autre que j'ai partagé, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de l'investissement et je l'ai amené avec moi depuis 20-25, depuis que je la connais. L'investissement, ça doit être rationnel. Si vous ne le comprenez pas, ne le faites pas. Même dans mes entrevues en fonds mutuels avec mes clients, à l'époque, je le disais, Warren Buffett, ce qu'il disait. Fait que je voulais m'assurer que mes clients comprenaient parfaitement ce qu'ils faisaient, comprenaient parfaitement pour les fonds mutuels. C'est pour ça que l'enseignement est important pour moi. Donc, si on ne le comprend pas, ne le faites pas. On se parle des clients, mais je vous parle à vous si vous êtes dans ce cours-là, si vous êtes conseiller financier, planificateur financier. Si vous ne le comprenez pas, ne le vendez pas non plus. J'ai fait la gaffe, ça fait peut-être 30 ans, mais je m'en souviens encore, je m'en mords les doigts d'avoir vendu des sociétés en commandite à l'époque. Pas beaucoup, mais juste assez pour que ça me fasse mal, juste assez pour que je me fasse prendre, et juste assez pour que je comprenne ce que ça veut dire, que si je ne le comprends pas, je ne devrais pas le faire, puis je ne devrais pas le vendre non plus, puis de ne pas en parler. On continue donc. Les deux seules choses que vous avez besoin de connaître quand vous investissez dans une entreprise, deux choses, quoi acheter et à quel prix. Là-dessus, je vous partage une tranche de vie. Je fais bien rire les gens dans mes salles quand je fais mes cours, parce que là, je ne les porte plus, mais je les ai portés pendant longtemps. J'avais un habit sur le dos, puis j'en profitais pour parler de cette anecdote-là. Il y a quelques années, je reste demeuré en Beauce, et puis un de mes amis me téléphone pour me dire « Hey, il y a une vente chez Andrea Thibodeau, ça te tente-tu de venir? » Un gars qui appelle un autre gars pour dire « Il y a une vente dans une mercerie pour hommes. » Ça ne m'est jamais arrivé avant, ça ne m'est pas arrivé après, mais c'est rare. Okay? Mais Andrea Thibodeau, c'est une mercerie pour hommes au centre-ville de Saint-Georges-de-Beauce. Ils tiennent du beau linge, pas nécessairement... C'est une mercerie. Alors, je fais OK, je vais y aller. Fait qu'on s'en va là. Et comme de fait, dans la mercerie, sur 2 étages, un petit local quand même, il y avait des habits noirs, bleu marin, des Nautica, d'une belle qualité. Puis quand j'ai vu ces habits-là, puis mes grandeurs étaient là, à 50%, ben c'est sûr et certain que tu ne réfléchis pas deux fois quand tu es dans le domaine de la finance et puis que tu as besoin d'avoir des habits, puis que c'est du bleu marin ou du noir ou du charcoal, puis c'est classique, puis ça passe l'épreuve du temps. Fait que j'ai acheté en 45 minutes pas mal, pas mal de linge, puis pour 50 et plus % de rabais. Et je me suis pas posé la question, j'ai fait tang, 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 paf, c'est fini, on est parti. Il y avait des souliers blancs avec des guédines sur le dessus, il y avait une coupe de camisole puis de chemise hawaïenne qui était là aussi pour du linge d'été en spécial. Je ne l'ai pas acheté, ça ne me faisait pas, puis c'était pas à mon goût pantoute.
mais je savais exactement ce que je voulais. Je suis rentré, j'ai acheté, je suis sorti. Et je vous raconte ça, puis vous me dites, ouais, puis, parce qu'on fait tout ça un petit peu. Mais dans le domaine de la finance, si c'est clair dans ma tête ce que je veux acheter, autant clair qu'un habit bleu marin ou noir qui fait l'épreuve du temps, si j'ai Banque Royale, Banque CIBC, l'action de Coco, des actions de compagnie que je connais, que je comprends, que j'ai aucun doute qui vont passer l'épreuve du temps et qui arrive un événement comme en 2008 où est-ce que ça baisse de 50%, est-ce que tout baisse parce que tout, il y a une catastrophe, mais tu sais que ça va passer l'épreuve du temps, avoir une catastrophe mondiale, on n'hésite pas, puis on achète à ce moment-là, puis on y va à grand. Ce que Buffett a fait en 2008, il a écrit un éditorial dans le New York Times pour en parler de ça. Donc, quand on a la mentalité d'acheter une entreprise et que là, le prix baisse, on ne voit pas le prix comme étant la valeur. Mon habit Nautica bleu que j'ai porté pendant 5 ans, puis je faisais rire les gens parce que je l'avais sur le dos quand j'en parlais. Si je leur avais pas dit que j'avais payé 50%, puis s'ils savaient vraiment le prix que j'ai payé, ça enlève absolument rien à ce qui me faisait bien, puis qui était vraiment, vraiment correct. Le prix que j'ai payé, c'est une chose, la valeur que ça a, c'est une deuxième. Donc, quand on a la chance à la bourse de pouvoir acheter quelque chose et qu'on ne se concentre pas sur le prix, mais on se concentre sur l'entreprise et que le prix est juste anecdotique, c'est une mentalité buffettienne de style valeur. On continue. Et là, je reviens sur l'exemple que je vous ai parlé à la première partie, quand je vous disais que Warren Buffett passait des journaux, avait de l'argent. À 15 ans, il y avait une entreprise de machine à boules. On est rendu là. Il s'est ramassé à un moment donné dans l'anecdote qu'il a racontée. Il y avait 35$ et avec ces 35$-là, il a acheté une machine à boules. Et il a voulu la mettre dans les pool rooms, ou les places où les gens jouaient au pool, ces choses-là, à Omaha, parce qu'il est toujours resté là. Il s'est rendu compte qu'il a frappé un mur parce qu'il y avait une espèce de... On ne dira pas le mot mafia, mais disons qu'il ne pouvait pas mettre sa machine à boules dans le pool room. Bon. Et puis, mais ce qu'il a fait, il s'est rendu compte, en étant là, il était très observateur, que c'était la majorité des gens qui étaient dans le pool room, c'était des hommes. Et il y avait tous les cheveux coupés très courts, donc une brosse qu'on appelle. Quand tu veux avoir une brosse, puis la brosse était à la mode dans ce temps-là, tu vas chez le barbier régulièrement. Donc, il a trouvé un barbier local. Plusieurs barbiers, mais l'histoire, il a trouvé un barbier. Et il lui a demandé à ce barbier-là, est-ce que tu accepterais que je puisse mettre ma machine à boules dans ta salle d'attente? On partagerait les profits, je te donnerais 20% de mes profits, j'en garde 80%, mais je ne te charge rien, mais je m'occupe de tout. Le gars dit, OK, pas de problème, puis il y avait de l'espace vide. Il fait la mise en place et il revient au bout du jour 1. Et au bout du jour 1, il s'est rendu compte qu'il y avait 10$ de 25 cents ou des 10 cents dans la machine, donc elle avait roulé pour 10$. Il donne le 2$ au monsieur. Et il lui est resté un bénéfice net, donc d'exploitation pour le jour 1 de 8$. Si on faisait son bilan après le jour 1, il y avait 8$ dans la caisse, il y avait 35$ de valeur d'équipement de machine, l'actif total 43$. Puis en passant, on pourrait juste mettre des zéros, puis des zéros, puis des zéros, puis on aurait un bilan d'une grande entreprise. Hein. C'est juste, ça a l'air drôle comme ça, mais si je mettais 8 millions, 8 milliards, puis au lieu d'équipement, je mettais les entrepôts d'Amazon ou les équipements d'Apple, on arriverait à quelque chose. Mais on continue. Il n'y a pas de dette parce que c'était son cash à lui. Donc, comme les entreprises comme Google ou Apple, ils ont peu ou pas de dette. Donc, dans son cas, lui, il n'y avait pas de dette parce que c'était sa mise de fonds, 35$. Donc, l'avoir des actionnaires, 35$. On va imaginer qu'il y avait 10 actions. On imagine que c'est une compagnie incorporée puis qu'ils ont émis du capital pour 10 actions. Et il lui reste un bénéfice non réparti, puisqu'il a fait un bénéfice, mais alors qu'il est là dans le bilan de 8$, ce qui fait une valeur de 43$. On a un bilan straight standard, puis on a même un état de résultat. Okay? Si après ça, on s'amuse, puis on fait ce que les analystes financiers vont toujours faire, on fait une projection. On va projeter ce qui se passe dans cette entreprise-là. Alors, on dit 8$ par jour de bénéfice net. Hein, 10$ moins 2, il reste 8$. On va dire que notre barbier reste ouvert 5 jours par semaine. Il prend 2 jours de congé. C'est bien, bien correct. On va lui donner 2 semaines de vacances par année. Aux États-Unis, ils ont moins de vacances qu'ici un petit peu. Donc, 250 jours ouvrables par année à 8$ par jour. On va dire qu'un emportant l'autre, ça va être ça le modèle. On va dire 2000$ de bénéfices par année. Donc, la petite machine à boules de Buffett, on va dire 2000$ de bénéfices par année. Donc, si je le regarde sur la base purement mathématique au point de départ, le jour 1, la valeur comptable des actions, 43$ au bilan divisé par 10, donc 4,30$ par action de valeur, 43$ divisé par 10. Les bénéfices annuels que je viens de prévoir de 2000$, je divise par action, 10 actions, donc le bénéfice prévu est de 200$ par action. Et là, on arrive et dit combien vaudrait cette compagnie. Là, on n'aura pas le débat ensemble parce que
vous êtes en ligne, vous écoutez, puis on s'en va. Mais quand on est en classe, je m'amuse, puis je pose des questions. Puis il arrive toutes sortes de petites choses. Combien ça vaudrait cette compagnie-là? Puis là, il y a des gens qui me disent ça vaut au moins 2000$, ça vaut au moins 5000$. Toutes sortes de chiffres qui sortent. Parce qu'on regarde sur ce qui est la base qui est là, puis on dit, mettons qu'on dit 2000 ou 5000 ou 10 000, c'est incroyable parce que, si on y pense, la compagnie au bilan vaut 43$. Et là, on se rend compte qu'on ne regarde pas le prix de la machine à 35$, on ne regarde pas les bénéfices non répartis, on regarde l'argent qu'elle peut faire. Mais là, tu as toujours habituellement une autre personne qui dit oui, mais attends un peu, là. Il peut y avoir des compétiteurs qui arrivent. S'il arrive un compétiteur, puis que lui, au lieu de dire je donne 20%, je vais donner 40% à la place, puis là, les marges vont. Puis là, on commence à embarquer dans une discussion où est-ce que s'il arrive de la compétition, oui, mais là, si Buffett a signé un contrat de 10 ans avec le barbier qui lui permet. Et là, on arrive dans une discussion du modèle d'affaires. Mais ce que je veux en venir, c'est que si. Exemple, on fait juste rester sur la base de ce qu'on vient de voir là, le bilan, 2000$ par année de bénéfices. Si j'applique à ce bénéfice-là le cours bénéfice actuel en vigueur au S&P 500, autrement dit, à quel multiple les entreprises du S&P 500 se vendent actuellement, c'est environ 20, plus environ 20. Donc 20 fois 200$ de bénéfices prévus par action, ça me donne 4000$ par action. Et la valeur comptable des actions est à 4,30$. Donc, on voit la valeur au livre est une chose, 4$, et la valeur du bénéfice, si je l'applique le multiple de bénéfice, j'arrive à 4000$. C'est sûr que dans la vraie vie, ça ne serait pas comme ça que ça se passerait, parce que les analystes diraient un peu. Là, il y a juste une journée, on pourrait dire il y a juste un an. Est-ce qu'il va réussir à répéter? Est-ce que les revenus vont être récurrents? Est-ce qu'il va y avoir de la compétition? Est-ce que les machines à boules vont briser? Et ainsi de suite. Est-ce que le goût des gens va changer? Il va falloir qu'ils rachètent des machines à boules à tout bout de champ. Parce que ça peut arriver que les gens jouent, mais à un moment donné, au bout de 6 mois, ils se tannent d'une telle machine à boules, puis il faut remplacer la machine à boules par une autre machine à boules. Puis là, le 35$, il faut le remettre. Puis là, le bénéfice, il ne sera plus de 2000 par année, il va être de 1500 ou de 1000 par année. Et c'est tout ça. Donc, le mot machine à boules, remplacer ça par une chaîne de production de voitures pour Volkswagen, Audi ou Ford. Remplacer le mot machine à boules par la mise à jour d'une application comme Facebook ou Snapchat, ou à quel point les gens vont cliquer sur les annonces. Parce que quand les gens cliquent sur les annonces en passant, je vais penser à ça en vous le disant, quand les gens cliquent sur les annonces de Facebook, c'est la même chose que s'ils mettaient 10 cents ou 5 cents ou 1 cent dans la machine à boules de Warren Buffett, dans le barbier. Là-bas, c'était très clair. On prenait le 10 cents, puis on le mettait, puis on jouait. Quand je suis sur Facebook, quand je vois une annonce, quand je clique sur l'annonce, moi, ça ne me coûte rien en tant que tel, mais pour Facebook puis l'annonceur, ça devient une action sur laquelle il y a de l'argent qui est enclenché. Facebook, pensez-y, Facebook est gratuit, mais ça vaut 600 milliards à la bourse. Il y a quelque chose. Et pourquoi ça vaut tant? À cause des annonces. Et les annonces, ils valent quoi? Ils valent quelque chose juste quand les gens les regardent, mais surtout quand les gens cliquent dessus. Donc, c'est une autre sorte de machine à boules. Et c'est là toute la game de la valorisation des compagnies. Donc, est-ce que les bénéfices sont stables? Est-ce que les bénéfices vont demeurer? Est-ce qu'il va y avoir des bris? Et est-ce qu'une journée, c'est assez? Est-ce qu'une année, c'est assez pour prévoir? Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le grand débat. On va aller plus loin et je vous amène, dans la prochaine capsule, je vous amène les critères utilisés par Buffett pour évaluer la capacité des compagnies à maintenir des bénéfices de machine à boules, des bénéfices qui vont durer à travers le temps.